Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau. Alors, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Nelson. Alors, avec Nelson, vous l'avez déjà sûrement vu sur la page de Identité Caraïbe, on a pu faire un live ensemble. Malheureusement, sa connexion n'avait pas pu être top, mais j'ai décidé de faire un vrai podcast avec lui où il aura l'occasion de pouvoir s'exprimer et nous donner son avis sur Haïti. Longue introduction, mais c'était pour dire, comment vas-tu, Nelson? Et bonjour Axel, bonjour à tous et à toutes. Donc, ça va très bien pour nous, bon, pour moi personnellement, mais en ce qui concerne mon pays, Haïti, donc je ne vais pas dire que c'est au top. Ok, je comprends totalement, mais avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Nelson? Nelson Desom est un journaliste indépendant. Donc, j'ai choisi de faire du journalisme donc, en raison du fait que j'avais dans ma famille donc, des gens des frères, des cousins donc, qui ont choisi ce métier. Donc, moi, au départ, je ne voulais pas être journaliste, je voulais être avocat. Mais du coup, au fil du temps, donc d'abord par le fait que j'ai été blogueur, j'ai été sélectionné par RFI, donc pour être membre de la communauté des blogueurs francophones qui porte le nom de Mondoblog. Et du coup, je vois que c'était plaisant et je me suis lancé dans le journalisme et depuis, donc je bosse dans le journalisme comme journaliste indépendant. Et j'ai réalisé pas mal de reportages avec des journalistes étrangers, par exemple avec des journalistes de France 2, de France 3 depuis 2010, et lors du séisme du 12 janvier 2010. Et depuis lors, c'est là que j'ai eu la chance d'interviewer le feu président René Préval. Donc, depuis là, je travaille dans le journalisme et dans la communication aussi, communication institutionnelle. Ah, c'est une très bonne présentation de toi. La question, tu as énormément de talent. Alors, moi, je suis content que tu vives à Haïti, mais pourquoi avoir fait le choix de vivre à Haïti alors que la situation n'est pas facile, alors que tu aurais pu vivre beaucoup mieux et plus tranquillement dans un autre pays? En fait, depuis 2014, donc j'avais le choix de vivre ailleurs ou de rester dans mon pays. Mais du coup, j'ai choisi de rester parce que au départ, c'est vrai que la situation était toujours difficile et il y avait eu des problèmes de sécurité, mais on pouvait quand même circuler convenablement partout à travers le pays. Donc, il y avait pas mal d'opportunités pour moi dans le pays, donc même s'il y a ailleurs, donc, mais je voulais rester pour donner ma contribution. Donc, parce que je croyais et je crois encore que la situation en Haïti n'est pas désespérante. Je crois que c'est vrai que nous vivons une situation difficile, donc, mais je me suis dit que si tout le monde se lance ailleurs, donc qui va apporter le changement dans le pays? Donc, je me suis dit que ce n'est pas normal. Bon, est-ce que c'était un mauvais choix, donc un mauvais calcul? Parce que au fil du temps que la situation s'aggrave, mais je crois que j'ai énormément de choses à apporter dans ma communauté, dans mon pays, pour que la situation puisse s'améliorer. Je ne crois pas que c'est étant à l'étranger, donc je peux contribuer au bonheur de mon pays. Donc pour moi, c'est important d'être ici, donc de travailler avec les jeunes. Donc, bon, avant, 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 j'ai donné des
conseil aux jeunes qui ne voulaient pas rester. J'avais souvent l'intention de leur demander donc de rester. Mais aujourd'hui, face à cette situation, donc c'est à chacun son choix. Donc, je ne demande plus aux jeunes de rester dans le pays, mais moi, je fais le choix de rester parce que je crois encore qu'une autre Haïti est possible. Je crois qu'avec les jeunes, avec les vieux, on peut tout s'asseoir et bâtir des programmes, des projets ensemble. Et comme ça, je crois qu'un jour, la situation qu'on vit aujourd'hui puisse être améliorée normalement. Non, c'est un très très beau message de ta part, mais d'ailleurs, sur le live qu'on a fait avec Michel Martineau de Identité Caraïbe et toi, ben, on a bien expliqué la situation d'Haïti, c'est-à-dire que au-delà de ça, Haïti a envie de s'en sortir, mais pour qu'Haïti puisse s'en sortir, il faudrait aussi que certains pays arrêtent de jouer dans la politique intérieure de votre pays. Et on parle de pays étrangers étant donné que Haïti a pas mal de ressources minières, c'est un pays qui est riche, qui a beaucoup de choses à apporter. Et autre chose économique, il faut savoir que dans les parfums, l'arôme utilisé dans les parfums, dans le monde, plus de 50%. Le vétiver, donc se trouve dans le sud du pays. Donc, plus de 50%, plus de 50% des parfums mondiaux se fournissent à Haïti. Donc, ça montre encore qu'Haïti, même par rapport à ça, a énormément de talent. Non seulement de talent, mais d'opportunités. Donc, les Haïtiens eux-mêmes, nous tous, qu'est-ce qu'on réclame d'abord, c'est l'instabilité. Donc, l'instabilité politique pour qu'on puisse se développer. Parce qu'aucun pays ami ou autre ne vont venir en Haïti donc pour faire ce que nous avons à faire. Donc, l'important, l'idéal, c'est de trouver un terrain d'entente entre nous. Donc, et surtout, donc, de ne pas jouer le double jeu et que des pays soi-disant amis donc jouent avec nous. Donc, il faut voir que qui cache et qui finance et les gangs, qui finance parce que je crois qu'il y a la main de l'étranger donc qui est bien présente en Haïti et qui, bien sûr que nous avons notre part donc, dans ce qui se passe actuellement dans le pays, mais généralement, donc, les soi-disant pays occidentaux, les pays amis d'Haïti, donc je ne crois pas qu'ils travaillent vraiment pour le bonheur du peuple haïtien. Mais on va entrer dans le détail des gangs un peu plus tard dans l'interview, mais de toute manière, enfin, moi je reste convaincu que, bien sûr, je n'aurais pas peur de le dire. Exemple, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui font énormément de mal à Haïti. On l'a même vu pour la dernière fois quand ils ont géré la dernière catastrophe. Il y a eu beaucoup d'argent récolté. Haïti a reçu beaucoup d'argent. Et quand on voit l'état d'Haïti aujourd'hui, après la nouvelle catastrophe, où on va en parler aussi tout à l'heure, ben, on voit très bien que ce genre de pays-là ne fait pas du bien à Haïti. Et que on dit que ce sont des pays amis, mais ce sont plutôt des pays qui sont là pour se servir des ressources haïtiennes. Rapidement, tu sais, tu tweets en français. Donc, pour moi, c'est plus facile de te lire comme ça, je t'avoue. Mais souvent, tu tweets en créole haïtien, ce qui est très, très important, bien sûr. Mais est-ce que pour toi, c'est important de mettre en avant aussi ta langue dans tes tweets? Bon, en fait, je dirais les deux, parce que normalement, j'ai un public mon public est créolophone, c'est énormément de gens. Donc, c'est pourquoi, mais bien sûr, donc, le créole, c'est important pour moi, donc, de tuter en créole, donc, pour faire rayonner le créole sur la toile, donc, sur les médias sociaux. Déjà, pas mal de gens le font. Mais aussi, j'ai tweeté en français parce que lorsque j'étais arrivé sur Twitter, donc, et ma première communauté était des francophones, des Africains, des blogueurs, des Caraïbéens. Donc, j'avais un public francophone.
Mais au fil du temps, je me suis construit un public créolophone où il y a des Haïtiens de la diaspora et ailleurs. Donc, et ensuite, pour faire rayonner, donc, pour donner beaucoup plus de sens pour tuter en créole et permettre et toucher beaucoup plus de gens. Mais souvent, j'étudie vraiment en français aussi. Bon, et je sais que les Guadeloupéens et surtout pas mal de Caraïbéens, ils comprennent un peu les créoles haïtiens. Oui, bien sûr. Non, mais je comprends un peu, mais après, pour le comprendre totalement, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que parfois, je lis tes tweets et je dis, ah, ok, il a voulu dire ça, mais j'ai pas le tout. J'ai pas le tout. Ouais, ouais, je comprends. Parce que non, normalement, en 2014, j'ai été en Guadeloupe et bon, chez Mylène Colmar, une amie spéciale. Oui, Donc, que je connais très bien. ouais, mais sa mère parlait créole et c'est vrai que ce n'est pas le même créole haïtien, mais du coup, avec un peu de temps, j'ai facilement donc compris donc son créole. Non, mais c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, oh là là, Ouais, c'est pas, à pour moi, l'écrit, c'est c'est pas la beaucoup même plus chose. difficile. Ouais, ouais, c'est vrai. Totalement. Là, on va parler de choses un peu malheureuses. Il y a eu une Mhm. catastrophe dernièrement à Haïti. Parlons de Haïti depuis la catastrophe. Bon, en fait, parler de catastrophe en Haïti, bon, il y a catastrophe naturelle, catastrophe politique, catastrophe économique, mais ouais, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Donc, malheureusement, on a eu une catastrophe politique avec l'assassinat du président, et tout de suite après, on a eu une catastrophe naturelle qui avait frappé le Grand Sud. Mm. Et donc, Mais moi, là, pour le moment, j'ai envie qu'on parle ouais, avant de la catastrophe naturelle. ouais, bien sûr, j'avais compris la question. OK. Donc, et en fait, bon, c'est dommage, avec le séisme du 12 janvier 2010, c'est vrai qu'on avait pris des notes, qu'on avait appris pas mal de choses, mais c'est peut-être ce qui a sauvé pas mal de gens lors du séisme dernier du mois d'août dernier dans le Grand Sud. Du coup, donc, après ce séisme, donc, l'État était déjà à genoux. Donc, c'est vrai, avec la protection civile, on a fait un effort qui est différent de 2010. On a concentré toutes les aides qui venaient de l'étranger, qui doivent passer nécessairement par le bureau de la protection civile, qui donc, disons, par l'État. Donc, c'est l'État qui coordonne la distribution de l'aide. Et même si ce n'a pas été efficace, et même à 50%, parce qu'il n'avait pas de training, il n'avait pas suffisamment de bras, mais de toute façon, c'est mieux qu'il y ait des ONG qui veulent faire n'importe quoi et des petites choses un peu partout, donc c'était mieux. Donc, du coup, avec le Grand Sud est encore à genoux après ce séisme, c'est vrai qu'il y a de l'aide qui arrive, mais avec la crise de carburant et surtout la voie terrestre qui mène dans le Grand Sud, une bonne partie du voie terrestre qui mène dans le Grand Sud est contrôlée par des gangs armés, ce qui freine un peu l'élan des gens et surtout même les gens de la protection civile qui veulent aller dans le Grand Sud Aider la pour population. aider la population. Mais pourquoi l'armée ne met pas un terme à ça dans le sud et accompagne les soignants? Bon, en fait, on a une gestation de l'armée, donc on n'a pas encore une armée et une armée qui peut être efficace. C'est vrai que les soldats ont vraiment aidé dans le déblaiement et après la catastrophe, et ils ont aidé aussi dans l'acheminement de l'aide. Mais après, donc, on connaît nos limites, on connaît les difficultés, donc tout ça, donc ça gêne un peu le travail parce que
l'armée, donc on n'a pas encore un règlement qui permet à l'armée d'intervenir aux côtés de la police pour faire des répressions, et bon, je dis des répressions, mais pour mater la situation des gangs armés. Et comme ça, donc, on peut ouvrir un couloir humanitaire et permettre aux gens de passer du côté de Matissan pour aller livrer des produits aux sinistrés. Mais de toute façon, on avait eu, bon, en quelque sorte, l'aide et des militaires américains, donc avec leurs hélicoptères et tout ça. Donc, mais dans un premier temps, on a pu secourir et prodiguer des soins donc, aux blessés. Mais c'est après. Après, c'est toujours un peu difficile et avec la pluie qui ne s'arrête pas et de tomber sur le sud et ça encore, ça reste un peu difficile et la situation des gens et de ce coin-là. Et les militaires et les militaires américains, ils sont déjà partis? Ils ne sont pas nombreux sur le terrain. Donc, c'est vrai, il y a toujours eu des militaires américains dans le pays du côté de l'ambassade des États-Unis et à Tabar. Mais les militaires qui étaient venus pour aider et non seulement sur le plan médical, et bon nombre d'entre eux sont déjà de retour dans leur pays. Ok, d'accord. Quelles ont été les grandes mesures prises par ton gouvernement après cette catastrophe? Et parlant de grandes mesures, je dirais d'abord donc déclarer état d'urgence sur le Grand Sud, ce qui permet de débloquer des fonds pour pouvoir accompagner les gens du Grand Sud. Donc c'était déjà ça un pas, mais ensuite mobiliser les équipes de la protection civile et l'armée pour que c'est nous autres Haïtiens qui arrivent en premier sur le lieu, donc pour accompagner la population après ce séisme. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment d'autres dispositions donc, de ce gouvernement de facto qui est dirigé par le docteur Ariel Henry. C'est bien, tu me fais une petite passe décisive pour ma prochaine question. On parlait de catastrophe. Comment tu as vu l'assassinat de ton président dernièrement et parle-moi de ce nouveau gouvernement, de comment ça se passe depuis. Depuis, on gère cette catastrophe politique, je dirais très malement. Donc, l'assassinat du président, donc, bien que j'ai déjà le dire ailleurs, c'était comme un assassinat qui était prévisible. Donc, prévisible, on ne savait pas qu'il pourrait être tué de cette façon, de cette manière, dans sa chambre, dans sa résidence privée. Mais vu que il s'attaquait à des gens bien lotis dans le pays, hein, et des gens très puissants. Donc, on sait que un jour ou l'autre, il pouvait être attaqué. Mais attaquer un président, corrompre et ses gardes du corps, corrompre des gens qui étaient là pour le surveiller, donc ça, c'était du jamais vu. Donc, du jamais vu un président en fonction, donc assassiné chez lui et que les gens de sa sécurité, donc aucun d'eux n'ont été victimes. Donc, j'ai vu ça comme un règlement de compte, mais je dirais cela s'est produit avec surtout, on peut le dire, avec surtout l'appui des Américains. Donc, on ne pouvait pas tuer un président en fonction si les Américains n'étaient pas au courant, si les Américains n'étaient pas dans le coup. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. C'est pourquoi on sait pertinemment que le président Jovenel, on ne soit rien
ce qui va se passer. Et lorsque je dis qu'on ne saura rien, parce que en termes de justice, c'est vrai que ses partisans, sa famille réclament justice pour le président, mais on n'aura pas justice pour le président parce que ça, c'est un dossier classé. Donc, parce que quand les services secrets des États-Unis et d'Amérique sont dans un coup, donc ça, c'est fait et c'est fini. Donc, c'est comme un coup qui a été fait très propre et bon, les gens qu'on a arrêtés, donc, ce sont des dommages collatéraux, je dirais. Donc, ce sont des gens qu'on a servi d'eux donc pour faire pour faire ce sale besoin. Mais du coup, donc, on ne pouvait pas le croire que un pays qui est sous tutelle et de l'ONU, parce que l'ONU est présent en Haïti depuis assez très longtemps, surtout avec BINU maintenant, pas maintenant, depuis après et le départ de la ministre. Et avec la présence des Américains, et vous voyez des éléments clés donc, qui ont planifié, qui ont concocté et l'assassinat du président, ce sont des gens qui ont été formés par les Américains. Donc, par exemple, si vous prenez les soldats colombiens et retraités, mais ce sont des gens qui ont été formés par les Américains. Si vous prenez les Haïtiano-Américains, ce sont des gens qui vivent aux États-Unis et à Miami, etc. Donc, ce serait bête de croire qu'un tel coup puisse se produire sans que les États-Unis, je dirais, même s'ils n'étaient pas impliqués, ils seraient au courant de toute façon. Hein. Et ils seraient au courant et alerter le président et prendre des dispositions pour que le président ne fasse pas tuer. Mais s'il ne le fait pas, c'est clair que les Américains ils sont dans le coup. Et c'est dommage pour nous et pour notre pays. Mais c'est la question que j'allais te poser, mais comment ça? Mais avant qu'il meure quand même, le peuple j'avais l'impression qu'il y a aussi, il y avait, le peuple se disait qu'il n'en voulait plus de lui. En fait, ça, c'est vrai. C'est que c'était un président qui était devenu, je dirais peut-être que le président le plus impopulaire dans le pays. Donc, le plus impopulaire, oui, c'est vrai. Donc, le peuple, dans son ensemble, même à 90%, et réclamait son départ. Donc, mais ils avaient, c'est ça le problème, ils avaient l'appui de l'administration américaine. Et c'est grâce à l'administration américaine, s'il peut tenir tout ce temps au pouvoir, c'est grâce à l'administration américaine. Mais il arrive un moment, bon, peut-être qu'on lui avait demandé de démissionner, il ne voulait pas, et qu'on voit qu'il n'y a pas autre solution, donc on le fait assassiner. Non, mais c'est vraiment là, et c'est vraiment ça. Après, au-delà de ça, la question, donc ça se passe comment depuis son assassinat politiquement tu as parlé de la personne qui dirige, donc c'est qui et comment ça se fait Bon, qu'il est là? Il est là pour combien de temps? Il est en intérim? Il termine le mandat? Comment ça se passe? et depuis après l'assassinat du président, on est dans un flou total. On ne sait pas, donc il n'y a pas de provision légale et pour qu'on puisse choisir quelqu'un pour diriger le pays. C'est vrai que le président lui-même, avant quelques jours, je crois que c'était 2 jours avant sa mort, et il avait choisi le docteur Ariel Henry, qui est actuel et Premier ministre et qui dirige le pays actuellement. Donc, il avait fait choix de lui. Mais au fil du temps, on a compris qu'il était sous contrainte. Donc, il était contraint de choisir Ariel Henry donc pour qu'il puisse devenir le Premier ministre. Et du coup, donc, c'est vrai, à tout de suite après l'assassinat, M. Claude Joseph, actuel et ministre des Affaires étrangères, avait pris les rênes de l'État pour calmer la situation, pour diriger le pays. Et déjà, il avait eu le soutien du représentant spécial des Nations Unies en Haïti. Donc, il croyait que c'était lui qui allait diriger le pays. Mais au fil du temps, donc, Ariel Henry a trouvé la bénédiction des Américains et comme ça, il est
il est propulsé, il est devenu le chef du gouvernement, donc le seul représentant, donc je dirais légal, qui gouverne le pays. Donc c'est le seul homme qui a la bague du pays maintenant. Donc il essayait de trouver un consensus donc pour diriger le pays. Donc et c'est de là il avait établi un accord politique avec des acteurs politiques. Mais du coup, il y avait eu la société civile qui n'était pas restée bras croisés, qui avait rencontré pas mal de gens, donc pour accoucher un accord qui allait et permettre qu'il y ait un gouvernement bicéphale avec un président et un premier ministre, donc qui allait diriger le pays. Mais du coup, donc avec Daniel Foot qui supportait la société civile, donc qui avait fait des recommandations à son gouvernement, mais il ne voyait pas, du côté américain, il ne voyait pas que les propositions de la société civile de bon oeil. Donc c'est pourquoi donc ils avaient appuyé Ariel Henry. Et du coup, Ariel Henry est au pouvoir. Aujourd'hui, il a du mal à diriger le pays parce que si c'est vrai, il a l'appui de l'ancienne opposition, donc avec son accord pour qu'il puisse diriger le pays. Même là encore, il n'arrive pas à implémenter convenablement son accord. Parce que dans l'accord qu'il a eu avec pas mal de partis politiques qui étaient dans l'opposition avec le président Jovenel Moïse, donc il était question de mettre un autre gouvernement sur place avec toujours Ariel Henry comme premier ministre, mais à un autre gouvernement, soit 2 jours après l'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, où l'on parle, donc l'accord peine à Rien n'a être... été fait. Est-ce Ouais. qu'il y aura des nouvelles élections? Des nouvelles élections, donc pas pour cette année, et je crois que ce sera déjà difficile de croire qu'il pourrait y avoir des élections en 2022. Donc, parce que normalement, selon les différents accords, que ce soit l'accord de la société civile et d'Ariel Henry, il projetait de réaliser des élections et à partir de octobre 2022. Mais du coup, là, avec la situation d'insécurité qu'on vit dans le pays, donc je vois mal qu'on puisse déjà pouvoir arriver à installer un gouvernement et ensuite préparer des élections. C'est vrai qu'on a envoyé la commission électorale qui était en place pour préparer les élections. Donc, je vois mal déjà qu'en 2022, qu'on puisse arriver quand même à avoir des élections crédibles dans le pays. Peut-être que ça peut se réaliser si, ce que je ne le souhaite pas, il y a une intervention militaire dans le pays. Donc, s'il y a une force spéciale qui arrive dans le pays pour mater les gangs armés, peut-être qu'il y aura un calme apparent et comme ça, on peut penser à réaliser des élections dans le pays. Mais sinon, on est dans le flou total. Pareil, mais avant de parler des gangs et de rentrer dans le détail des gangs, tu as expliqué sur Twitter, n'hésitez pas à suivre Nelson parce que je prends plaisir à lire tes tweets très souvent et tu es très actif. Tu as expliqué qu'on ne dirige pas avec émotion dans le dossier République dominicaine Haïti. Alors, c'est quoi le dossier en ce moment République dominicaine Haïti? Bon, en fait, il y a le président dominicain Luis Abinadel qui entame depuis quelque temps des démarches pour qu'il y ait une solution dans la crise haïtienne. Donc, avec d'autres pays de la région, il a eu des rencontres pour voir de quelle manière on peut assister Haïti, donc aider Haïti à trouver une solution à cette crise. Il a même appelé l'international. Et quand je dis l'international, je veux parler des États-Unis d'Amérique et du Canada et de la France pour que ces pays-là puissent rapidement et viennent intervenir en Haïti pour porter une solution à cette crise. Ce qui, normalement, n'est pas du goût du Premier ministre et du ministre et des Affaires étrangères et pas mal des Haïtiens aussi. Parce que pour nous, donc, quand nos voisins dominicains
Donc, c'est eux qui prennent le devant. Donc, les Haïtiens craignent toujours que la Dominicanie puisse un jour arriver à occuper Haïti militairement. Il y a toujours cette crainte. Mais avec les différentes déclarations, surtout sur Twitter, donc, du président Luis Abinadel, donc il fallait une réaction. Mais une réaction, je dirais, bien planifiée, bien réfléchie du gouvernement dans l'ensemble. Mais là, on a vu la sortie du ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, qui a fait un tweet pour dire que nous, on est au niveau 4 et selon une note de l'ambassade américaine en ce qui a trait à la situation sécuritaire, et la République dominicaine est au niveau 3. Donc, c'est comme si, et dans son tweet, il veut dire que il y a de l'insécurité aussi en République dominicaine. Donc, les deux gouvernements doivent trouver un terrain d'entente pour mettre de l'ordre sur l'île, pour trouver un terrain d'entente pour mater la situation sécuritaire qui est sur l'île. Donc, du côté dominicain, ils voient ça très mal. C'est comme si M. Claude Joseph voulait comparer la situation sécuritaire qu'il y a en Haïti avec la situation sécuritaire en République dominicaine. Sur ce point, c'est comme ça qu'on a interprété le tweet de M. Claude Joseph. C'est pourquoi, avant même les sanctions, les autres déclarations fleuves et les commentaires des Dominicains par rapport au tweet du Premier ministre, j'avais qualifié que c'était pas normal et pour qu'un premier ministre ne puisse pas, un ministre des Affaires étrangères puisse utiliser ce canal pour commenter, c'était pas bien réfléchi. Donc, ce n'était pas normal et pour moi. Mais pourquoi? Parce que normalement, il y a le contexte. Donc, parce que entre la République dominicaine et Haïti, il y a toujours une tension, même si on ne le voit pas, il y a diplomatiquement et autres, il y a toujours une tension. Donc, il faut jouer à la prudence. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, il faut calmer les ardeurs. Pour moi, donc, c'était au gouvernement. Oui. Mais tu sais, je ne savais pas qu'il y avait une tension entre les deux pays. C'est très, oui. très. Je t'écoute avec passion parce que je ne savais pas qu'il y avait une tension. Et même, moi, je suis un peu. Enfin, je ne savais tellement pas que quand tu me dis que les Haïtiens ont toujours eu peur d'une invasion militaire de la République dominicaine, c'est que la situation est vraiment compliquée. Oui, parce que pour les Dominicains, donc, les Haïtiens avaient occupé la République dominicaine. Selon eux, c'est que ils pouvaient être beaucoup plus loin, plus avancés, plus développés si nous, les Haïtiens, nous ne les avons pas occupés avec le gouvernement de Boyer dans le temps. Donc, ils ont toujours eu l'idée de cette revanche donc sur Haïti. Donc, c'est pourquoi, à moindre déclaration des leaders en politique dominicains, donc pour les leaders politiques dominicains, dès qu'ils veulent être populaires ou autres, ils envoient des flèches sur Haïti. Et c'est comme ça qu'on a interprété les sorties de Luis Abinadel. C'est parce qu'il est présentement un peu moins populaire qu'avant et il n'avait pas participé à la COP juste pour régler les questions d'Haïti, les questions de sécurité, tout ça. Donc, mais on dit que c'est parce qu'il n'est pas populaire. Donc, pour gagner les bonnes grâces devant par des Dominicains, donc il ne fait que tweeter et sur Haïti. Donc oui, il y a toujours, c'est vrai que les deux peuples, il y a pas mal d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine, qui étudient en République dominicaine. On achète vraiment on achète vraiment beaucoup de produits dominicains, mais là si c'est bien vrai qu'on vive, les deux peuples vivent ensemble sur le même île, donc, mais il y a cette tension et à chaque moment, une mauvaise déclaration où on voit des Dominicains qui chassent les Haïtiens
et de leur territoire, et des déportations massives. Et vous voyez, après la sortie de Claude Joseph, la première mesure qu'on avait prise du côté dominicain, c'est de ne pas renouveler les visas des étudiants qui étudient en République dominicaine comme représailles. Donc, c'est pourquoi que j'avais dit que le tweet Et dans est l'émotion. Ouais. Ok. Là, on va parler des gangs, de la violence très forte. Selon les médias occidentaux, est-ce que toi, tu ressens la même chose sur place? Même si j'ai compris que oui, étant donné que tu en as déjà pas mal parlé. Mais tu sais, j'ai aussi une question, c'est que je crois que j'avais vu, suite à notre live, une personne qui avait mis un long papier pour expliquer que, apparemment, je crois que votre ancien président, Moïse, était en train de se rapprocher de la Russie. Euh, est-ce que aussi c'est pas pour ça que il s'est fait assassiner? Bon, et Attends, petite précision, parce que Mhm. exemple, le président malien, c'est ce qu'il fait en ce moment. Voilà. Ouais, je suis ça. En fait, l'assassinat du président, on peut l'interpréter d'abord comme une trahison. Donc, c'est vrai que sa femme a dit que le président a été trahi, mais est-ce que ceux qui lui ont apporté au pouvoir ne trouvent pas qu'il a trahi et ses alliés? Donc, ses alliés américains, ses alliés directs haïtiens, donc ses alliés qui œuvrent dans le commerce, donc les hommes puissants. Donc, on peut conclure que du côté américain, peut-être que, par exemple, on sait qu'il avait accepté aveuglément de signer des sanctions contre le Venezuela. Donc, ça, c'était déjà mal vu du côté des Haïtiens parce que pour nous, Venezuela est un pays frère. À aucun moment, on ne devrait pas prendre des sanctions contre le Venezuela. Donc, au fil du temps, donc avant même la fin de son mandat, on voit qu'il était en train de se rallier du côté des pays qui ne sont pas des pays amis avec les États-Unis d'Amérique, par exemple la Turquie, la Russie et autres. Donc, si on voit ça comme une trahison, donc pourquoi ne pas le tuer, donc et puis mettre un fin avec cette histoire. Ok, je suis assez content que tu me confirmes un peu cette info, mais euh, est-ce que si la Russie serait là, est-ce qu'elle n'aurait pas pu régler vos problèmes de gang? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que euh, c'est Bachar al-Assad, le président de la Syrie, et Bachar al-Assad a fait appel à, à Poutine pour régler les Mhm. problèmes de terrorisme. Donc là, on passe un cran au-dessus de Ouais. terrorisme. Et il a réussi à garder son pays grâce aux Russes qui ont su lui prêter des missiles, des soldats, de la technologie, etc. Et il a su mettre fin à cette guerre en Syrie. Est-ce que si Moïse aurait réussi à faire les Russes arriver, est-ce que tu penses, toi personnellement, que ça aurait pu régler le problème des gangs? Non, et ce n'est pas la même situation. C'est que en Haïti, le problème des gangs et parfois, donc le problème, on sait que le gouvernement avait le contrôle des gangs aussi. Donc, le gouvernement a le contrôle des gangs et donc les gens puissants dans le secteur économique, ils ont eux aussi le contrôle des gangs et aussi la classe politique. Donc, c'est totalement différent. Donc, on dirait chacun a son groupe de gangs dans le pays. Donc, par exemple, si je prends ceux de Delma 2 et on dit, par exemple, celui qui fait maintenant parler de lui, il s'appelle Jimmy Cherizier, c'est un ancien policier. Donc, Jimmy Cherizier qui est surnommé Barbecue. Donc, on sait que il était proche de Jovenel Moïse, il était proche du gouvernement. Donc, il a fédéré et plusieurs groupes gangs, donc qui portent le nom maintenant de G9. Donc, on sait que ce groupe est très proche du pouvoir.
Donc, lorsqu'il y a eu dans le temps des manifestations contre le président, ce sont ces gens-là qui attaquaient les manifestants. Donc, pour disperser les manifestants. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas le même cas de figure, ce n'est pas la même situation. Et ce n'est pas la même situation. Donc, mais aujourd'hui, donc la Russie ne peut pas, et même s'il y avait un accord avec la Russie, ce qui est un peu probable, et je ne crois pas que ce serait possible parce que la situation en Haïti donc est un peu paradoxale, est un peu difficile. Donc, parce que la majorité des armes qui rentrent dans le pays viennent des États-Unis d'Amérique. Et les Américains le savent bien. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, et c'est parce qu'au fil du temps, la société civile, il y a eu des dénonciations en ce sens dernièrement. Donc, ils ont arrêté 3 personnes donc, qui envoient des armes en Haïti. Ce n'est que très récemment qu'ils ont commencé avec ce processus. Mais, donc, mais la police, elle fait quoi? En fait, la police. C'est quoi, elle a pas les moyens parce que j'ai compris que bon, pour l'armée, c'est pas top. Et d'ailleurs, petite précision aussi, c'est très très intéressant qu'on parle d'armée. Au cas où pour certains qui diront ouais, mais bon, il faudrait former une armée. Je précise que la seule armée qui tient la route en Europe, c'est l'armée française. D'accord? C'est la seule armée qui tient la route. On parle d'une armée bien constituée qui peut se protéger, c'est l'armée française. L'armée allemande n'en est pas capable, l'armée anglaise n'en est pas capable, l'Espagne, le Portugal. Alors que si on prend l'exemple du Portugal, le Portugal a été un très grand pays militaire. À l'époque, ils ont pu coloniser des endroits comme le Brésil, toute l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, non, ils n'ont pas une armée potable. Donc, avoir une armée potable, c'est aussi pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc, le fait que Haïti n'ait pas une armée potable, cela ne me surprend pas non plus parce que, comme je dis, d'autres grands pays, comme exemple l'armée allemande, ne tient pas forcément la route pour un vrai conflit. Voilà. Vas-y, je te laisse aller, mais qu'est-ce que la police peut faire aussi contre les gangs? En fait, présentement, la police n'y peut rien parce que la police n'a pas les moyens dont disposent les gangs armés dans le pays. Donc, il y a une question de configuration des quartiers populaires où résident les gangs armés. Donc, c'est presque impossible de pénétrer dans ces quartiers-là si vous n'avez pas des hélicoptères. Donc, il faut à la police des matériels beaucoup plus sophistiqués, des matériels technologiques qui puissent permettre à la police de régler ce problème. Mais je crois que la police a des potentiels pour pouvoir résoudre ce problème, mais il manque des matériels vraiment, il manque des matériels beaucoup plus sophistiqués. Parce qu'on a par exemple, la police a des chars blindés, mais ce sont des chars blindés qui ne peuvent pas répondre parce que récemment, ces chars donc, ont été attaqués et pris d'assaut par des membres de gang à la Saline. Donc, vous voyez, il faut des matériels assez sophistiqués à la PNH pour pouvoir mater ce rébellion. Mais, ok. Mais alors, si la Russie ne peut pas vous aider, quel pays qui peut vous aider? Cuba, non. je sais pas. Mais Cuba, j'ai pas l'impression qu'ils sont si forts que ça. Donc, pourtant, c'est un pays que j'aime beaucoup. Non, en fait, ce que je dis, c'est que ce que la police a surtout besoin, ce sont des matériels. Par exemple, la police n'a pas d'hélicoptère. Voyez-vous, si la police pouvait se doter d'au moins 3 ou 4 hélicoptères, donc hélicoptères, je dirais, de combat. Donc, ce serait possible déjà donc, pour la police de pouvoir survoler des zones, etc. Ouais, pouvoir contrôler les zones et comme ça mater la situation. Ok, je comprends. En gros, vous n'avez pas besoin forcément de ça, mais ouais, surtout des matériels. Ok, d'accord. Comment vivez-vous la crise Covid? Et est-ce que pour toi, c'est la fin?
C'est que le commencement, et avec la crise Covid, c'est une autre catastrophe, une catastrophe sanitaire. Donc, les hôpitaux présentement, par manque de carburant, donc ils ne pouvant pas s'alimenter en carburant, les hôpitaux ferment leurs portes déjà depuis une semaine. Donc, par exemple, dans l'Artibonite, et les cas de COVID et de maladie, de cette maladie augmentent de jour en jour. Donc, la situation est devenue un peu critique et dans l'Artibonite. Donc, et un peu partout dans le pays. Donc, on gère très mal cette crise de COVID. Et c'est vrai qu'on avait eu un premier stock de vaccins, donc par manque de sensibilisation, de mobilisation. Donc, les gens, ils ne se gonflent pas pour aller se faire vacciner. Ils ne se bousculent pas pour aller se faire vacciner. Donc, maintenant, il y a eu un deuxième stock de vaccins qui est arrivé dans le pays. J'espère qu'il y aura une sensibilisation un peu partout pour inviter les gens à se faire vacciner. Donc, même si les gens ils sont très réticents par rapport à ce vaccin, donc, je crois que c'est le seul moyen qu'on puisse arriver à contenir cette maladie, c'est de se faire vacciner. Donc, je sais que c'est un peu difficile, mais avec la sensibilisation et la mobilisation, j'espère qu'on pourra y arriver. Donc, mais du coup, sur le plan et des matériels et dans les hôpitaux, déjà, il n'y a pas de carburant. Pas mal et les centres hospitaliers ferment leurs portes, tout comme les médias en Haïti. Donc, hier, il y a eu la station Radio-Télévision Caraïbe qui, momentanément, a stoppé ses émissions. Le Nouvelliste va fonctionner 3 fois par semaine. Donc, distribution des journaux en papier. Donc, c'est un pays qui fonctionne au ralenti, bon, qui ne fonctionne pas presque. Et maintenant, là, donc, on espère tout simplement que avec les vaccins qui arrivent, donc, on peut quand même sensibiliser la population et peut-être que c'est le seul moyen qu'on aura pour gérer la crise COVID. Ok, en quoi comment dire ça? En quoi le manque de carburant fait que autant d'entreprises ferment? Parce que normalement, les entreprises ils utilisent le diesel. Donc, les gangs armés qui contrôlent les deux grands centres où on stocke de carburant, donc les camions ne peuvent pas aller pour s'alimenter. Du coup, par exemple, je sais qu'il y a un bateau qui est arrivé à Cap-Haïtien depuis avant-hier et il y a des camions qui arrivent pour pouvoir remplir et aller distribuer des carburants. Mais autrefois, ces carburants-là venaient directement de Port-au-Prince pour arriver à Cap-Haïtien et dans les autres villes de province. Ce n'est qu'une solution que le gouvernement a trouvée donc pour contourner le problème des gangs. Parce que maintenant, c'est les gangs qui contrôlent la distribution de carburant dans le pays. Donc, puisque les institutions ne peuvent pas trouver du carburant, du coup, ils sont obligés de fermer leurs portes. Par exemple, les banques, ils ont mis une note pour dire qu'ils vont fonctionner 3 jours sur. Donc, ce n'est pas, c'est l'instance qui contrôle la distribution d'eau potable dans le pays. Donc, là, on est vraiment assiégé, on est comme un pays qui est en guerre. Ok, bon ben ouais, c'est hyper compliqué. Tu me parlais de vaccins. Je crois pas que vous ayez les vaccins cubains. Pourquoi pas un accord avec les Cubains? Bon, je ne sais pas s'il y a déjà des discussions avec le ministère de la Santé publique et pour voir quel autre, parce que c'est dans le plan COVAX qu'on a
qu'on a donné des vaccins au pays. Mais nous, donc, dans le temps, on a toujours eu de bons rapports avec les Cubains. Donc, les Cubains, les Vénézuéliens, on a toujours eu des bons rapports avec eux. Moi, je serais très intéressé, donc, qu'on puisse avoir le vaccin cubain. Moi, je suis pour. Mais bon, on est dans une situation assez compliquée. Donc, est-ce que diplomatiquement, avec le ministère de la Santé publique, on peut retrouver le gouvernement cubain pour qu'on puisse avoir le vaccin cubain? Donc, et moi, je crois que les Haïtiens, ils feront beaucoup plus confiance au vaccin cubain par rapport au vaccin américain. Parce que c'est pas le fait que les Haïtiens ne veulent pas se faire vacciner parce que les vaccins viennent des États-Unis d'Amérique. Il y a ça aussi. Hein? Il y a ça aussi. Donc, Non, mais totalement. Mais au-delà de ça, le vaccin cubain a eu de très très bons retours. Ils en ont déjà deux. Et je crois que le deuxième répond un peu mieux aux variants, sachant que le vaccin cubain, c'est un vaccin normal. Quand je dirais normal, c'est un vaccin qui est basé sur une technologie qu'on connaît très très bien. C'est sur les mêmes technologies de la grippe, en gros, que Pasteur avait trouvé. Et ce n'est pas de l'ARN messager comme les nouveaux vaccins, exemple Pfizer, BioNTech, Moderna, etc. Donc voilà. En ce moment, vous avez un petit conflit avec Digicel. Pareil. J'ai vu ça sur Twitter. Et on t'a même répondu. J'ai même vu que Digicel t'a répondu. Donc, qu'est-ce qui se passe entre Digicel et toi? Entre Digicel et moi, donc d'abord avec le PDG de la Digicel, donc on avait eu un clash dans le passé parce qu'à Cap-Haïtien, là, j'ai toujours du mal à trouver le signal de l'Internet de la Digicel ne passe pas souvent. Donc, lorsque j'ai réagi, donc le PDG avait mal compris ma réaction. Donc, et du coup, à chaque fois qu'il y a un problème à Cap-Haïtien, parfois il m'appelle pour me dire, Nelson, il y a un problème. Déjà, je sais que tu vas tweeter là-dessus. je sais que je sais que tu vas tweeter là-dessus, mais nous sommes déjà au courant, donc on va prendre les dispositions pour arranger ça. Mais ces derniers temps, la DGCL avait décidé d'augmenter les tarifs et pour qu'on puisse, parce que ils ont une application qui s'appelle Mon Cash, donc qui permet de retirer de l'argent et comme ça, on n'a plus besoin de passer à la banque et notre téléphone est comme notre portefeuille. Ok, Donc, un peu comme toutes les nouvelles monnaies numériques, là. ouais, bien sûr. Donc, et Ok. du coup, donc pour retirer de l'argent, donc la DGCL avait décidé d'augmenter les frais. Donc, j'avais discuté avec lui en public et en privé. Donc, désolé pour cette petite coupure, mais étant donné qu'on est loin, c'est Haïti, il y a des problèmes de réseau. En plus, on était en train d'en parler. Donc là, j'ai relancé le live et je t'écoute, Nelson. Donc, tu expliquais que Digicel a augmenté ses tarifs Oui, de frais. oui. En fait, oui, c'était ça. Donc, le problème, c'est que la DGL avait annoncé qu'elle allait augmenter ses tarifs afin de pouvoir faire des retraits donc, de mon cash. Donc, en privé, j'avais dit à M. Martin-Bout que c'est pas normal vu le contexte, mais il m'a expliqué que compte tenu de la situation aussi de la DSL, qu'on avait budgétisé, tout ça, donc je dis que j'ai compris, mais normalement, donc ça va ne pas pouvoir être compris par la population, donc de pouvoir augmenter et surtout, par exemple, il y a certains tarifs qui ont même triplé. Donc, c'était ça le problème. Et il m'a expliqué qu'il fallait le faire. Je lui ai dit, bon, ok. Donc, alors, j'ai étudié quand même que ce n'est pas normal. Et du coup, il y a eu des mouvements. Et il y a eu des mouvements. Il y a même eu une manifestation devant le bureau de la DICL, le bureau central de la DICL et à Pétionville. Mais aussi, il y a eu un incident regrettable dans le Grand Sud, du côté de Jérémie, où on a incendié un bureau de la DSL. Et ça, c'était les conséquences de cette augmentation.
Mais malheureusement, il y a eu ce problème de carburant et la diesel est confrontée par ce problème aussi. Donc, qui fait parfois, maintenant, il y a des problèmes de signal d'Internet et autres. Mais malheureusement, la diesel est campée sur sa position, donc d'augmenter le prix. Mais il y a eu au moins une manifestation. On a incendié le bureau de la diesel à Jérémie. Ça, c'était vraiment regrettable. Ah non, mais j'imagine. Euh, comment dire ça? Comment toi tu vois la suite plus globalement pour Haïti, politiquement, financièrement, numériquement, c'est intéressant, et surtout l'avenir global pour toi, la jeunesse, comment tu vois ça? Et l'avenir est sombre, et moi, je garde espoir. Je ne suis, c'est pas une question de croyance ou pas. Donc, compte tenu de la situation actuelle, on peut être désespéré. Mais moi, je garde espoir parce que politiquement, donc, qu'est-ce qui va se passer si nous-mêmes, Haïtiens, nous ne trouvons pas un terrain d'entente? Donc, que ce soit parce que on réclame la démission du Premier ministre, c'est Dr. Ariel Henry. Mais il faut qu'il y ait une rencontre avec la société civile qui avait eu déjà des propositions. Si on va dans le sens des propositions de la société civile, ok, et peut-être qu'il y aura une amélioration. Même là encore, il faudrait un appui malheureusement de l'extérieur à la PNH pour qu'on puisse doter des matériels à la PNH, ou du moins un appui budgétaire à l'État central qui puisse pouvoir s'acheter des matériels et donner à la police pour pouvoir mater les gangs armés. Donc, mais sinon, on va droit vers une catastrophe. Déjà, on est en plein dans une catastrophe économique parce que l'économie, donc, ça part en vrille. Donc, la situation est un peu compliquée sur le plan économique, sur le plan humanitaire. Et c'est le désespoir total. Mais moi, je prône pour qu'il y ait une entente entre la société civile et le Premier ministre Ariel Henry le plus vite que possible. Sinon, on va droit dans le mur. Ce que je ne souhaite pas, il y aura une intervention militaire, que ce soit avec une coalition. Je suis désolé de te faire répéter à nouveau. Donc, tu parlais de la coalition entre la société civile et le président en place. Bon, oui, en fait, c'est ça. Et pour moi, donc, s'il est bien vrai que le Premier ministre Ariel Henry est en train de monter un gouvernement, donc, déjà, je vois qu'on est mal barré. Donc, pour moi, l'idée est un terrain d'entente avec la société civile, et du coup, on peut former et on accepte les propositions de la société civile et voir du côté de M. Ariel Henry ses propositions et voir qu'on puisse avoir un accord global et qui puisse sortir le pays de cette situation. Donc, sinon, s'il n'y a pas cette entente entre nous, Haïtiens, donc parce que là, on est arrivé dans un carrefour où on ne peut pas descendre beaucoup plus bas. Donc, il faut trouver un terrain d'entente avec la société civile, le secteur économique, et pouvoir, donc, de quelle façon on peut arriver à trouver un accord global qui puisse sortir le pays de cette situation. Sinon, comme je le disais tantôt, on va droit vers une occupation militaire de notre territoire, que ce soit avec une coalition États-Unis, Canada, France, ou du moins avec l'ONU. Ce que je ne souhaite pas vraiment de tout cœur, je ne souhaite pas qu'on puisse en arriver là. Non, j'imagine de toute manière. J'imagine de toute manière, Haïti, c'est le premier pays noir indépendant. Donc, c'est pas pour être le premier pays noir pour qu'en 2021, aujourd'hui, Haïti soit occupé, quoi. Il y a aucun intérêt à ça. Et, Haïti s'est battu
et a payé très très cher sa rébellion vers la France et le fait d'être libre. Donc aujourd'hui, c'est pas pour à nouveau être occupé par la France quelques années plus tard, quoi. Ça serait un vrai échec en tout cas de la part pour les Haïtiens, Bon, quoi. ouais, ben en fait, c'est pourquoi moi je prône pour qu'il y ait un dépassement de soi de tous les secteurs, donc que ce soit le secteur économique et le secteur politique et la société civile, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est le moment ou jamais. Donc, si vraiment on est attaché à ce pays, si vraiment il reste vraiment des patriotes dans le pays, donc c'est le moment idéal de faire un dépassement de soi. Donc, que ce soit et les propositions d'accord de la société civile, du gouvernement et autres, on puisse s'asseoir sur une table et donner une autre direction à notre pays et trouver une solution durable à cette crise pour que après des élections, donc si on peut prendre le temps qu'il faut pour bâtir un projet de société, donc pour les 30 ou les 50 années qui viennent, et comme ça, on sait où on va, donc, et que le pays n'aura pas à revivre ces situations. C'est ce que je souhaite à mon pays, et c'est qu'il y a une entente entre les classes, entre la classe politique, la société civile et le secteur privé. Donc, il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Donc, les questions claniques ne devraient pas être sur la table. Mais du coup, on parle de justice et il y a pas mal de choses qu'on devrait aborder. On parlait de dialogue national. Je crois que c'est le moment où jamais qu'on peut arriver à faire un vrai dialogue entre nous, Haïtiens, et proposer autre chose à notre pays. Pour voir dans le secteur de l'éducation où on va, dans le secteur de l'énergie où on va, dans le secteur du numérique. Donc, la question de l'économie numérique qui est en vogue en ce moment, donc on puisse en parler, on puisse en discuter et bâtir un vrai projet. Par exemple, la question de l'université, nos étudiants donc ne devraient plus, à cause de l'insécurité, pouvoir laisser le pays aller et enrichir la Dominicanie avec quel traitement. Donc, c'est complexe, mais donc avec un dialogue national, donc on peut vraiment s'asseoir entre Haïtiens sans l'interférence des États-Unis, de la France et du Canada. Donc on peut s'asseoir entre Haïtiens et trouver un terrain d'entente et proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau à notre pays pour les 30 prochaines années. Non, j'imagine. En tout cas, merci à toi. C'était très, très intéressant. La dernière fois qu'on a fait le live, on a surtout parlé de pourquoi Haïti est comme ça aujourd'hui. Donc, on parlait du passé et ensuite du présent, mais surtout du passé pour comprendre comment la situation d'Haïti faisait qu'elle était aussi mauvaise économiquement. Ben, c'est à cause de l'accord avec la France. Aussi mauvaise politiquement, ben, c'est surtout, ben, il y a déjà eu des occupations des États-Unis, d'Haïti la dernière fois, et beaucoup d'interventions politiques en sous-main. Donc ça, on explique ça pour le live. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler avec toi de Haïti aujourd'hui, Haïti, comment ça se passe. Je te remercie pour tout et je te remercie surtout de ne pas faire de la langue de bois et de dire vraiment ce que tu penses, même si on peut se tromper, hein, parce que on discute et on a simplement des avis, et on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants de tout, mais au moins c'est bien de me dire concrètement ce que tu penses de la situation. On a parlé de l'assassinat, on a parlé de plein de sujets. Donc voilà, je vous dis, n'hésitez pas à suivre Nelson sur Twitter. Je mettrai aussi son Twitter quand je vais publier le podcast. Parce que je pense que c'est hyper intéressant pour ceux qui aiment Haïti, ceux qui ont envie d'aider Haïti et ceux qui ont envie de comprendre un peu mieux la situation d'Haïti, un peu tous les jours, et que malgré le fait que, ben, tu sais, quand on a fait le live ensemble, j'ai beaucoup lu sur Haïti, ben, le beaucoup lu, aujourd'hui, tu m'as encore appris des choses, donc ça montre que même en lisant énormément, on ne connaît jamais réellement une situation et que parfois, c'est encore mieux d'avoir une personne sur place comme toi qui fait le travail quotidiennement pour les Haïtiens. Nelson, merci encore. Et ça ne sera pas notre seul podcast, notre seul live. Je pense qu'on va refaire encore des choses ensemble. C'est un vrai plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. Donc, je te souhaite bon courage
Et puis, ben, on se tient au courant comme d'habitude. D'accord, merci Axel, merci à tous et merci à la population haïtienne, merci à ceux qui souhaitent aider Haïti. Donc, il faut savoir ce que nous autres Haïtiens, nous voulons vraiment. Donc, ce que nous ne voulons pas, c'est de l'ingérence, surtout. Donc, nous ne voulons pas ça. Donc, nous voulons qu'on soit respecté comme pays indépendant. Et nous voulons qu'on puisse s'entraider, mais nous ne voulons pas avoir et nous ne voulons pas de dictée de l'international. Donc, mais du côté haïtien, donc on souhaite qu'on puisse s'asseoir ensemble pour réfléchir comme frères, comme sœurs et apporter des solutions nouvelles à notre pays, des solutions durables surtout. Merci Axel, c'était un plaisir de te parler. Merci à toi. D'accord, bye.